Bonjour. Aujourd'hui, je présente une pièce littéraire qui a un aspect philosophique et psychologique, celle de William Shakespeare. Ce n'est autre que la pièce Macbeth. D'abord, je fais un résumé détaillé de l'histoire et puis je procède à une analyse détaillée mettant la lumière sur les thèmes et les diverses leçons que on peut tirer de cette histoire et que Shakespeare a voulu souligner. Et ces leçons sont immenses. Tout d'abord, un aperçu sur l'histoire. Au début de la pièce, de la scène, il y a une atmosphère lugubre, effrayante, où trois fées essayent de se rencontrer. L'histoire se passe en Écosse, au nord de l'Angleterre, sous le règne d'un roi qui est nommé dans la pièce Duncan. Macbeth, un des braves commandants de son armée, vient de remporter une double victoire défendant le royaume. Premièrement, il a étouffé un mouvement de rébellion à l'ouest du pays et a tué son chef MacDonald. Puis, à la seconde reprise, il a sauvé le royaume une seconde fois, d'une invasion venue du côté de la Norvège avec la collaboration d'un prince qui est accusé plus tard de trahison et condamné. Et voilà que Macbeth aura sa place. Donc les nouvelles arrivent au roi qui a voulu voir Macbeth et un autre général qui s'appelle Banquo pour les féliciter et les récompenser. Soudain, en plein chemin, apparaissent à ces deux combattants trois fées qui leur communiquent des prophéties, trois prophéties. Deux d'entre elles concernant Macbeth, il sera roi de la région libérée et il sera plus tard le roi de toute l'Écosse, de tout le pays. Et la troisième prophétie, disons que Banquo, lui, ne sera pas roi, mais ses fils le seront. Arrivons au roi. Le roi, avant d'arriver au roi, en plein chemin aussi, un messager qui s'appelait Ross va dire à ces deux combattants, à ces deux guerriers, que le roi a une intention de nommer Macbeth comme roi, comme prince de cette région. Et c'était passé ainsi. Donc, en arrivant au roi, le roi le proclame prince de Glamis. Macbeth, d'un air stupéfait, et commence à rêver alors d'être un roi, de suivre ce que les fées lui ont communiqué. Incité par sa femme aussi, la femme de Macbeth, qui lui aussi
qui elle aussi, elle est aussi ambitieuse que Macbeth. Alors, les deux mariés mettent un plan à exécution pour prendre le pouvoir et pour, comme ils disent, pour amorcer le mouvement de l'histoire, le mouvement du temps, pour, et bien pour accomplir jusqu'au bout ce que les faits ont dit à Macbeth. Bien que, à un moment donné, Macbeth s'est retiré à l'ombre un peu et ne voulait pas se lancer à ce plan, car son rôle comme soldat est de protéger le roi et non pas le balancer. Mais dans une nuit sombre, Macbeth s'introduit dans la chambre du roi et le liquide durant une fête organisée dans le palais. Plus tard, un autre général, Macduff, le principal héros de la pièce, découvre le corps du roi et convoque Macbeth pour discuter la situation. Macbeth profite de sa présence au palais pour tuer les gardes nuit qui ont été à la porte du roi la nuit du meurtre. Et profite de la situation aussi pour instaurer son règne, pour devenir roi et prendre le pouvoir. Et aussi pour convaincre les héritiers du roi de prendre la fuite, de peur, comme il leur a dit, de peur qu'il y aurait peut-être un complot leur visant aussi. Ce plan satanique de Macbeth ne s'arrête pas là, mais au contraire va continuer pour éliminer aussi Banquo, son collègue. Car, souvenez-vous, les fées, les trois fées, ont prédit que les fils de Banquo seront des princes. Donc, il veut éliminer tout ce qui sera à son chemin. Donc, Macbeth a envoyé des soldats pour tuer Banquo. Lui, il est tué, mais son fils a réussi à s'enfuir et on ne parlera plus de lui dans la pièce. Tout au long de la pièce, il sera absent. Puis, lors d'une fête organisée dans le palais du roi Macbeth, le roi Macbeth lui-même se refuse de se remettre à table, insinuant qu'il n'y a plus de place à table, bien que une chaise sera vide. Mais lui, il voyait toujours le fantôme de Banquo à table avec les autres. À chaque fois qu'il veut s'asseoir, il voyait trembler la silhouette de Banquo et il avait peur. Sa femme, réalisant que Banquo a un trouble et il est troublé, et de peur qu'il se confesse, elle le retire du dîner. Puis plus tard, des rumeurs commencent à circuler parmi les servants du palais
et le doute commence à planer autour de Macbeth. Macbeth est maintenant soupçonné à cause des étranges coïncidences, des accidents advenus dans le palais. C'est comme ces meurtres en série qui ne cessent de hanter tout le monde. Et évidemment, notamment le général Macduff aussi. Donc Macduff est sûr que Macbeth est derrière tous ces événements. Qu'est-ce qu'il fait? Il part en Angleterre pour retrouver Malcolm, le fils du roi tué Duncan, qui s'est enfui en Angleterre. Il le convainc d'organiser une armée et de revenir évincer Macbeth et reprendre le pouvoir. Macbeth, pris par la peur, il veut consulter les faits de nouveau. Qu'est-ce que les faits disent? Donc les faits avancent trois vérités. D'abord, elles disent « Nul homme ne te défiera, ne te tuera, Macbeth. » Mais, en second lieu, tu feras face à une armée d'arbres qui, cette fois, te vaincra. Et nul ne te tuera, nul homme qui vient d'une femme ne pourra te tuer. Sur ce ton, Macbeth est d'une façon rassurée, car aucun homme né d'une femme ne peut le tuer, donc en général, nul homme ne peut le toucher, ce qui signifie en principe tout le monde. Mais de l'autre façon, il prépare à une confrontation des armées. L'heure est venue, la conquête de Macduff commence et son armée est cachée derrière des arbres pour que Macbeth ne réalise exactement le nombre des soldats qui se préparent. Et à un moment donné, ces soldats jettent leurs arbres et entrent par force dans son palais. Macduff est là et le tue. Curieusement, Macbeth n'est pas exactement né d'une femme, c'est-à-dire n'est pas né d'une naissance normale, car il est né prématurément, c'est-à-dire ce qui donne une crédibilité, si on veut dire, aux mots prononcés par les faits. Donc, Macduff remporte la victoire et Malcolm, le fils du roi, reprend le pouvoir et reprend son palais et est proclamé roi. Maintenant, on procède à l'explication du texte. Il y a plusieurs thèmes qu'on peut retirer dans ce texte et plusieurs leçons. Je vais essayer de les dénombrer. D'abord, au début de la pièce,
les faits disent une phrase générale, une phrase globale, une phrase capitale qui résume toute l'histoire et qui fait la leçon. Good is bad and bad is good. Le bien peut devenir mauvais et le mauvais peut devenir bien. Donc, le mauvais peut devenir bon. Donc, le mal peut devenir bien et le bien peut devenir mal. Les choses à la fin ne seront pas comme qu'elles apparaissent. Les gens bons seront mauvais. C'est le problème aussi du bien et du mal. Donc, est-ce que l'homme est bon par nature ou, comme dit Rousseau, il est bon par nature ou il est mauvais, comme les autres philosophes disent. La nature pour Rousseau est hypothétique. Elle revient à la nature dans laquelle l'homme n'est pas confronté aux problèmes de la société. L'homme, même s'il est bon, mais quand il s'agit de prendre une autorité, quand il s'agit du pouvoir, d'une ambition, il ne sera plus bon. L'ambition tente l'homme comme le serpent dans l'histoire d'Adam et Ève. Deux, c'est aussi le problème de l'apparence et de la réalité. Macbeth est brave et fidèle, mais à la fin, il se montre ambitieux et tyran. Il assassine son propre roi qui doit le protéger. Les choses et les événements ne seront pas tels qu'elles apparaissent au début. La femme a demandé à Macbeth pour s'introduire dans le palais du roi Duncan et le tuer de porter un masque montrant un homme bon et souriant, alors que derrière ce masque, il y a un visage de serpent et de conspirateur. 3. C'est une histoire sanglante où il n'y a que complot, jalousie, conspiration, méfiance envers les autres. C'est une société un peu patriarcale. L'amitié n'est qu'une fraction de seconde et importe peu dans les relations. 4. Le destin. Le destin est-il incontournable ou peut-il changer? Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est le destin. C'est qu'il n'est pas seulement fatal, mais c'est une idée qui s'introduit en nous et nous mène par notre propre volonté. Le destin sera comme un prétexte de nos propres buts et plans sataniques. Le destin ne sera qu'un amorcement de nos idées et convoitises. De même qu'avec Macbeth. Macbeth, il a pris le destin comme une idée qui va développer
et accomplir. Et il a choisi le crime comme un amorcement de l'histoire, comme on amorce un cheval pour partir plus rapide. 5. La force devient une force qui amorce le destin. Donc, c'est ce qui a été détaillé avant. 6. L'homme est fait de sentiments perplexes qu'on ne peut pas juger. Macbeth ne sait pas si ce qu'il fait est positif ou négatif, s'il est bon ou mauvais. Et pourquoi même il a l'idée de tuer le roi? Il pose cette question à lui-même. Il dit littéralement, je pense d'une exécution, d'un crime, mais c'est toujours une idée qui traverse mon esprit. Sept, l'ambition. C'est l'axe principal autour duquel se joue toute l'histoire. Tué par ambition, aimé par ambition. Même Banquo, bien qu'il soit une victime à la fin, parce qu'il était tué par Macbeth, mais cela ne fait pas de lui un innocent. Il n'est qu'un innocent présumé, car au début, lorsqu'il était avec Macbeth, lors de l'apparition des trois fées, il insistait à savoir ce qu'il adviendra de lui. Donc, il a lui aussi des ambitions à suivre. 8. Dans le monde de la politique, la bonté est un mot. M-A-U-X. Est un mal. Et un des mots. La femme de Macbeth dit à propos de son mari, qui résistait au début au fait de tuer le roi, que son mari est plein, littéralement, est plein du lait de la bonté humaine pour choisir le chemin le plus rapide et donc pour réaliser les prophéties des fées et tuer le roi pour devenir un roi lui-même. Elle dit que son mari is full of milk of human kindness to catch the nearest way of killing the king, of course. C'est pourquoi elle lui a demandé à son mari de porter un autre visage, un masque, pendant le crime, où il sera un serpent, mais tout en semblant être comme une fleur. Elle lui demande to wear a false face during killing, to be a serpent but to look like a flower. 9. Encore l'ambition. Ce qui a poussé Macbeth à tuer le roi, ce n'est pas une raison quelconque, ce n'est pas une maltraitance du roi envers Macbeth ou un manque de fortune, mais c'est juste l'ambition. L'ambition est toujours mise en parallèle à une certaine chose. Tantôt, l'ambition est mise en parallèle à la prophétie dans la pièce, c'est-à-dire, ici l'ambition doit amorcer le chemin de la prophétie. De même, l'ambition est mise par rapport à la bonté. La bonté ici sera un manque ou un signe de faiblesse, et je dirais humiliation et même
ça va aller jusqu'à considérer la bonté et la faiblesse comme des mots, M-A-U-X, comme une faiblesse, comme un mal. D'où la pensée capitale, explicite dans ce domaine, prononcée par le jeune Macbeth. Si Macbeth ne tue pas le roi, il n'est pas un homme. C'est ce qu'il pense dans la pièce. If you will not kill the king, he is not a man. Ici, la dignité, repose sur l'acte de tuer. Tuer, alors, est une preuve de la dignité de l'homme masculin, de la société patriarcale. Ici, le destin a bien mis Macbeth dans le coin. Il l'a coincé et mis dans une épreuve terrifiante. Il n'a pas d'issue. Il n'a d'autre issue. Le destin l'a choisi de devenir roi. Donc, s'il n'accepte pas ce poste et ne le conquérit pas, il sera considéré comme incapable et sera considéré comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être général. Celui qui ne remplit pas sa place, comme on dit. Dans d'autres langues, le destin, dans d'autres langues, on dit ça, une personne qui ne remplit pas sa place, c'est-à-dire qui est faible. Le destin joue contre l'homme. Et parfois, l'homme tente de jouer le jeu du destin. Je m'explique, Macbeth a essayé de prendre la prophétie du destin comme parti pris, comme destin fatal, et de là comme prétexte pour tenir le pouvoir et éliminer le roi. Il peut dire c'est le destin, ce n'est pas moi, c'est le destin qui m'a choisi, donc je n'en suis pour rien, c'est le destin qui a fait ça. Mais d'autre part, le destin joue un jeu contre, joue un jeu comme contre-attaque. Il met Macbeth dans une situation où il n'y a pas de chance de s'en sortir. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas plusieurs choix. Même ce n'est pas un dilemme, choisir ou ne pas choisir. C'est une décision, c'est une histoire à un seul choix. Il n'a pas le choix de faire quoi que ce soit. C'est un choix unique. Ou devenir roi, ou il sera humilié. Choisir d'être esclave ou seigneur, esclave ou roi. La fin de ce rôle qu'il va réaliser de devenir roi ne lui mènera pas aussi plus loin. Donc, même lorsqu'il a pris la place du roi et il est devenu dans un niveau très haut, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Il est devenu roi, il a tué le roi, il est devenu roi, mais il y a un autre général, Macduff, qui le tue à son tour. Le destin ne protège pas. Le destin, le pouvoir ne lui donne pas une protection ni paix. Il ne se sentait pas paisible avec ce poste de roi.
ce poste ne lui a pas donné un confort, car quoi qu'il fera, quoi qu'il sera, même s'il accède au plus haut rang, au plus haut pouvoir, il connaîtra une fin tragique. Il combattra pour la gloire, mais il sera tué à la fin. 10. C'est aussi un grand thème un grand thème dans l'histoire et une grande leçon. Tout il possédera, tout il perdra. Il n'y a pas d'issue. Il gagne tout. Macbeth a gagné tout, mais il a perdu tout. C'est ici la tragédie. C'est ça la signification de la grande phrase de Shakespeare. Être ou ne pas être. Donc, ou bien choisir d'être un roi, ou la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ou il faut vivre aisément avec une grandeur et avec du bonheur, ou la vie n'a pas de sens. C'est alors que Macbeth a joué le jeu. Il a joué le tout pour le tout. C'est une situation excessivement existentialiste au point sartérien, jusqu'au point sartérien. Je m'explique aussi. Être ou ne pas être, c'est la marque un peu, c'est la marque de la philosophie de Shakespeare. Ici, il prend cette phrase à deux niveaux. Donc, il y a deux explications pour cette phrase capitale. Et c'est la compréhension existentialiste. C'est Sartre. Sartre, qu'est-ce qu'il dit? Sartre, il dit, nous n'avons pas choisi la vie. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes jetés dans la vie et nous devons agir. Nous devons avoir notre projet. Nous devons combattre ou nous serons perdus, tués, conquis et misérablement jetés hors de la marge de la vie. Et l'histoire est choisir notre destin, de même Hamlet, lorsque de même que dans la pièce de Hamlet, le roi Hamlet, lorsque son père est mort assassiné, donc il était jeune, mais il se trouvait dans une situation de responsabilité. Il n'avait pas le choix. Il doit chercher les tueurs de son père et les tuer à son tour. Et Hamlet, jeune roi, a pris beaucoup de responsabilités lors de la mort de son père. C'est la même chose. La deuxième, donc, il n'a pas choisi sa vie. Il n'a pas choisi d'être roi. Il n'a pas choisi
la paix ou la guerre, c'est la situation dans laquelle il était trouvé qui l'a incité à prendre tel ou tel point de vue, ou telle position, ou tel acte. Le deuxième sens de la phrase, c'est vivre comme un roi ou ne pas vivre, vivre dans la gloire ou vivre plutôt humilié, être l'écrivain ou l'acteur. Il faut choisir, ou être roi ou être humilié, être dominant ou être dominé. Il n'y a pas de juste milieu. Ça me rappelle la phrase d'un chef de pays qui était un dictateur et qui a plutôt perdu son pouvoir. Il ne voulait pas quitter le pouvoir et vivre comme un simple homme, comme un simple citoyen. On l'a câblé d'ultimatum, on l'a câblé bien qu'on l'a menacé de quitter le pouvoir, il n'a pas répondu, il n'a pas voulu quitter le pouvoir. Il a dit littéralement, celui qui y a profité des fruits du pouvoir, il doit endurer la défaite et ses conséquences. 11. Ambition et pouvoir. Alors qu'on a dit que l'ambition est la seule raison des guerres, des complots, de ce qui a poussé Macbeth à tuer le roi, et Banquo, on peut réaliser à quel point, d'une part, l'homme va aller jusqu'au bout pour réaliser ses rêves ambitieux, jusqu'à tuer, jusqu'à avoir les mains sales, et de l'autre, on peut montrer comment un chef qui commet des crimes, comment il n'a pas plus d'émotions, de sentiments. C'est la phrase capitale prononcée par la femme de Macbeth, l'incitant à tuer le roi. Elle dit, si j'ai à tuer un nouveau-né et le noyer de sang, je le ferai. If I had to kill a baby for the power, I would do. Tous les moyens sont mis à l'œuvre. La fin justifie ici les moyens. C'est une pensée machiavélique de Machiavel. C'est aussi la perte des sentiments quand on exerce le pouvoir, quand on liquide nos ennemis et même nos amis. Macbeth dit une phrase dangereuse. J'ai perdu le sentiment de la peur. Au début, il n'a pas été comme ça, mais il est devenu. Le pouvoir a durci. 12. D'où ce thème, le changement des sentiments. Au début, quand Macbeth a tué le roi, il a dit « J'ai peur de ce que j'ai fait. I'm afraid to think for what I have done. » Puis il dit qu'il ne peut plus dormir. C'est ici la conséquence, la conscience qui existe un petit peu. Puis à la fin il dit « Je n'ai plus peur. » Quand Macbeth organise une armée et revient à son palais,
pour le tuer, et faire revenir le fils du roi Duncan. Comment expliquer ça? Expliquer que le chef perd son cœur. C'est aussi psychologique. Lorsque l'homme tue pour la première fois, il sent la peur. Il sent la peur. Donc, lorsqu'un homme tue pour la première fois, il sent la peur. Mais lorsqu'il tue une seconde fois, donc il n'y a plus de sentiment. Ça devient comme une habitude de tuer quelqu'un. 13. Conscience et remords. Au début de l'histoire, Macbeth a hésité. Il ne peut pas tuer un roi qu'il doit protéger. Donc la conscience un peu persiste pour un moment. Il avait juste, même au début, quand il a tué le roi, il sentait quelques remords. Puis à la fin, il dit que je n'ai plus de sentiments. Mais avant ça aussi, Macbeth, après avoir tué le roi, il dit sleep no more. He cannot sleep. Il ne pouvait pas dormir. Donc là, ici aussi la conscience commence à lui faire ressentir un peu de remords. Puis il dit I'm afraid for what I have done. Puis à la fin, il dit qu'il n'a pas de sentiment. Quant à sa femme au début, quand le roi est tué, elle va pour nettoyer ses mains du sang. Et remarquez qu'à la fin, elle devient comme troublée psychologiquement. Elle a des hallucinations. Elle voyait toujours du sang dans ses mains, sur ses mains. Et l'eau ne peut pas nettoyer ce sang qui n'existe pas. Elle mourra donc d'hallucination. Elle voyait toujours du sang dans ses mains qu'elle ne peut pas l'enlever. Bien que avant ça, avant ces derniers jours, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que ce qui est fait est fait. On doit oublier. Must leave our ideas behind. 14. Vanité de la vie. D'où vient la vanité de la vie? Cette vie ne vaut rien. Pourquoi? Tout le monde ne possède rien à la fin de l'histoire. Celui qui veut tout n'obtient rien. On perd tout. Donc la vie est une vanité. La vie est comme une courbe. Elle revient toujours au premier point.
La vie change toujours. Celui qui est en haut devient en bas. Celui qui est riche devient pauvre. Donc, ça n'a pas de sens. Le général devient roi. Le roi sera tué. Il ne peut pas maintenir son pouvoir. Chacun supprime l'autre. Mais il est lui-même supprimé par les autres. Lorsque Macduff revient au palais pour destituer Macbeth, ce dernier prononce le plus profond discours, le plus profond tragique discours. C'est là la leçon de Shakespeare. C'est là où il découvre la vanité de la vie. Dans un moment de détresse, de fatigue et de désespoir, bien qu'il eût des moments de gloire, de force et de despotisme, des moments où il n'a jamais développé aucun sentiment humain, voilà que profondément l'homme est maintenant sensible et faible et désespéré. Life is a tale told by an idiot. La vie n'est pas logique. La vie n'est pas logique. La vie est une histoire racontée par un idiot, par un fou. Life is an actor who performs his act and then is seen no more. Donc, que gagne l'homme à la fin? L'homme ne gagne rien. Tôt ou tard, la mort et l'absence et l'oubli vont couvrir nos souvenirs et les actes et nos actes pour les envelopper dans l'oubli, dans tout l'oubli, pour les siècles des siècles. Une fois quelqu'un a pris le pouvoir, il ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Et de là, Shakespeare vient aussi conclure que l'ambition détruit. L'ambition nous déprave de nos sentiments. Tous les rois sont en proie de leur ambition. L'ambition devient une grande faim, F-A-I-M, qui nous dévore. Et à la fin, elle nuit à l'homme. L'ambition nuit toujours. La soif au pouvoir ne peut être satisfaite jusqu'au moment où l'homme sera piégé, même à cause de cette ambition. C'est comme les fées. Les fées ont lancé une prophétie qui était enfin une piège dans laquelle Macbeth est tombé. Le pouvoir dévore lui-même. La révolution tue ses enfants. Les fées, ces trois fées à la fin, c'est clair qu'elles ont joué un rôle malin